Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 16 de ce Tour d'Italie 2024. On va voir le parcours, on va voir également la partie histoire, on parlera cyclisme féminin dans cette partie histoire, je sais que ça va faire plaisir à certains. Et puis on regardera également les favoris pour cette étape qui a été très dur à concevoir pour les organisateurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, votre grosse cote pour cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thank. Vous pouvez également soutenir mon travail en activant la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus elle est mise en avant, cette vidéo, par YouTube. Et puis TikTok, les shorts, juste après l'arrivée, eh bien, il y aura une petite vidéo pour vous faire un mini débrief de ce qui s'est passé sur cette journée. Quand je disais l'étape peut-être la plus dure à concevoir pour les organisateurs sur ces dernières années, c'est l'étape de l'horreur pour les organisateurs. C'est l'étape où vraiment d'une complexité folle. Ça a commencé déjà. Pourquoi il y a un trou de 120 km de plat? Tout le monde s'est posé cette question. Au départ, on devait passer en Suisse. Sauf qu'il s'avère que que la police suisse n'était pas en mesure de protéger le parcours, de sécuriser le parcours. Donc, ce passage en Suisse a été annulé, tout simplement. Parce qu'au départ, c'était vraiment prévu qu'il y ait un long passage en Suisse au milieu de cette étape avec des difficultés. Ça ne devait pas être quand même des côtes de première catégorie, mais ça ne devait pas être tout plat. Sauf que c'est tombé à l'eau. Donc, il a fallu déjà remodifier une fois le parcours. Donc on enlève cette portion en Suisse et on se retrouve à avoir ces fameux 120 km de plat entre le Stelvio et la fin de journée. Sauf que, patatras, on en avait parlé la semaine dernière, le Stelvio c'est plus possible pour deux raisons. Premièrement, neige. Il y a encore de la neige sur le Stelvio. C'est-à-dire qu'on avait peur qu'avec la neige et le réchauffement, il y ait des avalanches. Je rappelle que le Stelvio, c'est quand même à 2675 mètres, je crois, de tête d'altitude. Donc c'est-à-dire que là, c'était plus possible du côté du Stelvio. Deuxième raison qui a fait que le Stelvio, c'était pas possible, il y a des crevasses de 1 mètre de large sur la route. Et comme on doit prendre la montée et la descente, ça c'était pas possible non plus d'avoir des crevasses comme ça. On fait pas du gravel du côté du Stelvio. Donc, c'était plus possible. Donc, les organisateurs, encore un donc, ont décidé de prendre le Umbrail, qui est une côte également à 2500 mètres d'altitude, donc également difficile, même s'il y a un peu moins de longueur, surtout il y a 150 mètres d'altitude en moins. Le problème du côté du Umbrail, c'est que les conditions climatiques ne vont pas être bonnes sur cette étape et qu'on ne sait toujours pas, à l'heure où je vous parle, 17h45, si eh bien on pourra passer par cette difficulté. Donc ça va peut-être changer la physionomie de la course. Je m'en excuse, hein, il est 17h45. Il y a un moment, j'avais d'autres choses à faire après derrière. Il y a encore les 4 jours de Dunkerque à enregistrer. Donc je ne pouvais plus attendre véritablement pour faire la vidéo. Surtout que je voulais avoir une journée de repos un petit peu plus cool. Hein, pour pouvoir regarder la Formule 1 par exemple, qui est toujours en attente. Donc voilà, on s'est retrouvés. Et puis surtout qu'il va falloir que je fasse des vidéos en avance. Hein. Je vous rappelle qu'à partir de mercredi, je ne suis plus chez moi. Donc, je suis obligé d'avoir un petit peu d'avance au niveau des présentations d'étapes pour être sûr que tout soit bien calé en cas de grosse fatigue. Voilà. Donc, c'est une étape qui a été dure hein, à organiser. Dure à organiser. On ne sait pas trop comment ça va se passer. De toute manière, le changement entre le Stelvio et le Umbrail, je dirais que ça ne change pas grand-chose à cette étape. C'est des montées qui sont à 150 km de l'arrivée. Autant vous dire que ça ne va rien changer pour le moment, vu que c'est déjà des côtes qui n'auraient eu un impact que pour l'échappée, pas forcément pour les leaders du général. La différence au niveau de la fin d'étape, c'est avec ces conditions climatiques qui vont être difficiles. Ça va peut-être rendre la course plus difficile et ça va peut-être donner des idées à certains coureurs pour lancer des hostilités. Bon, le problème de cette étape, comme vous l'avez bien compris, c'est qu'elle a été assez mal construite. On se retrouve avec 120 km de plat qui vont un peu casser la journée. Mais ce qui devrait permettre à l'échappée d'aller vers la victoire. Parce qu'on ne va pas contrôler 120 km de plat. Donc ça devrait permettre à cette échappée de prendre de l'avance et de prendre de la marge.
Dénivelé positif de cette étape, 4244 mètres, c'est la 3e étape dans le classement du côté de ce Giro. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette étape numéro 16, ce parcours qui a été si difficile à réaliser. On part de Livigno pour aller à Santa Cristina in Gruden, le Monte Pana. Au bout de 207 km de course, c'est encore une longue journée, surtout un lendemain de jour de repos. On va encore partir tôt pour cette étape. Départ de Livigno, départ qui ne sera pas plat. Pourquoi? Eh bien parce qu'on repasse par le Sei Passo d'Era, ça n'était pas fait la veille, et on repasse surtout par le Passo del Foscagno qu'on avait vu dimanche. Donc on repasse par ce qu'on a vu dimanche, pas par le même endroit, mais on va quand même monter à 2298 mètres. Et ça, c'est au bout de 11 km de course. C'est-à-dire que voilà, on a passé toute cette journée de repos en altitude. Et ensuite, on redescend vers Isolaccia, qui est quand même à 1355 mètres d'altitude. Hein, donc on est encore sur des belles hauteurs. Alors, au lieu d'aller vers le Stelvio, qui était prévu au programme de cette 16e étape, eh bien, on va passer par la montée du Giorgo di Santa Maria, le Umbrail, 16 km 700 à 7,2% de moyenne, 50 km 5, c'est le sommet, c'est le kilométrage du sommet, et 2500 mètres d'altitude. Alors oui, c'est pas le Stelvio, parce que le Stelvio c'est quasiment 150 mètres plus haut en altitude, c'est plus court que le Stelvio, ça veut pas dire que c'est facile. Le Umbrail, qui sera donc la Cima Coppi de cette édition, vous voyez, hein, il y a des beaux pourcentages, hein, 10,2% entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9, au-delà donc de 1900 mètres d'altitude, arrive ce passage-là, donc ça à prendre en compte aussi, c'est-à-dire qu'on sera haut en altitude. Donc quand il y a des pourcentages plus l'altitude en termes de respiration, ça va pas être évident. À 2200 mètres, eh bien, on a une rampe de nouveau à 9,1%, donc c'est entre le kilomètre 12 et le kilomètre 13. Puis bon, sur la fin, certes, il y a un replat ici, mais bon, à 2400 mètres, c'est encore du 7,4%. Donc c'est vraiment une montée qui est un peu moins régulière, je dirais. Je crois que le Stelvio, c'est un peu plus régulier, mais on a des belles rampes. Donc ça ne veut pas dire que ça sera facile, encore une fois, il faut vraiment faire attention. 2500 mètres, c'est vraiment des hauteurs importantes. J'ai toujours à partir de 1008, hein, les effets de l'altitude se font vraiment bien ressentir. Donc là, 2005, vous voyez, à la moitié de la montée, on va avoir les effets de l'altitude. Ça va être compliqué à gérer. Heureusement, c'est loin de l'arrivée, mais il ne faudra vraiment pas craquer, parce qu'après, ça peut vraiment déclencher la course. Bon, le souci, c'est que cette montée, elle est au bout de 50 km de course. Alors vous allez me dire, oui, mais après, derrière, il peut y avoir pas mal de montées. Ben non, comme vous le voyez, après 150 km de course, on va avoir quasiment 120 km tout plat. Voilà, jusqu'à Bolzano, le sprint intermédiaire, et même après Bolzano, jusqu'au kilomètre 171 à Blumau, parce que je pense que c'est le nom allemand. Le deuxième, c'est le nom allemand, normalement. Et là, on aura la fin d'étape, hein, donc c'est 35-40 derniers kilomètres qui sont en montée, notamment avec le sprint bonification, qui est au sommet d'une côte à 7,2%. Le Fiesalo Schilla, qui est cette montée. L'Inter Giro, qui est également en haut d'une bosse. Et on aura le Passo Pina. Ça sera au kilomètre 195, donc une côte de première catégorie, sommet à 1443 mètres d'altitude, le Passo Pina. Parce que oui, là, ils lui ont donné un autre nom, parce que normalement c'est le Passo Pina. Donc vous voyez, ça c'est cette première partie donc, qui va servir de cette portion jusqu'au sprint bonification. Et puis ensuite, donc, il y aura l'Inter Giro qui sera ici. Et la finale de cette montée, avec notamment un passage noir à 8,8%, parce qu'ils prennent en compte aussi le petit bout rouge. Ça veut dire que dans cette portion-là, on est au-delà de 9%. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et un dernier kilomètre, voilà, 400 qui sera compliqué dans cette montée qui sera, allez, on va dire, c'est pas la plus dure. Et puis on redescend légèrement, c'est une descente vraiment très légère après le Passo Pina pour arriver au Monte Pana, côte de deuxième catégorie. C'est peut-être pas la côte la plus dure de la journée.
après 207 km de course, 6,5 km à 6,8 de moyenne, sauf qu'elle est très irrégulière cette montée parce que les dernières rampes sont vraiment extrêmement difficiles. On va les voir tout de suite sur le Garibaldi. Voilà, vous voyez 1 km à 11,5%. Les dernières rampes de ce Monte Pana, hop là, 11,5, 12,6 pendant 500 mètres. Chaque fois, c'est des tronçons de 500 mètres avec notamment un passage à 16%. Et puis dans le dernier kilomètre, ça continue de grimper jusqu'au sommet. Donc les 2 derniers kilomètres, c'est 11,8% de moyenne, voilà, sur les 2 derniers kilomètres. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Avant, par contre, ça sera plat, hein, à 5 bandes de l'arrivée, quasiment plat, voire légèrement descendant. Mais voilà, cette montée n'est pas si facile que ça. C'est certes une montée de deuxième catégorie, mais qui n'est pas évidente. Et puis surtout, on sera quand même de nouveau haut, on sera quand même à 1006 hein, en altitude sur cette fin de montée. On regarde la carte. Donc, vous voyez, on part de Lombardie pour aller dans le Trentin, connu pour le Tour des Alpes, le Trentin. Balzano, on y est passé quand même à de nombreuses reprises hein, sur le Tour du Trentin. La météo, exécrable. Le temps va être catastrophique. On va avoir de la pluie, voire de la neige. Ce qui fait que la fameuse montée du Umbrail, eh ben, elle n'est absolument pas sûre qu'elle aura lieu. C'est-à-dire que c'est toujours en discussion. J'enregistre, il est 17h40, c'est toujours en discussion. J'enregistre, il est 17h40, nous sommes le 20 mai. Hein. Il y a toujours des discussions en ce moment qui sont en cours pour savoir si cette montée sera franchie ou si elle ne sera pas franchie. Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse parce qu'on risque d'avoir de la neige sur les sommets. En plaine, 14-15 degrés en termes de température. Par contre, sur les hauteurs, 5 à 7 degrés, voire moins au sommet du Umbrail. Il faudra faire très attention. Par contre, le vent sera assez faible et puis le temps sera pluvieux. Hein. Il y a 90% de chances de pluie quasiment sur toute l'étape. Donc, il y aura de la pluie sur cette journée. Donc, il faudra s'y préparer. On regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Italie. On va parler de l'histoire du Giro. J'ai juste oublié de vous indiquer, comme d'habitude, hein, le segment Strava. Donc du côté de Giogo di Santa Maria, le record c'est 50 minutes 46, un certain Loïc R. Du côté des femmes, Annemiek van Vleuten avait fait 1h03 en 2021. Et donc ce fameux Loïc R, il a fait 50 minutes 46 à 346 watts de moyenne. Le deuxième est déjà à 3 minutes. Et je n'ai pas de coureur professionnel à vous proposer. Ah si, Michele Negri, c'était pas un coureur professionnel, je ne sais plus, Michele Negri. 58 minutes 14, voilà, à 17,2 km/h de moyenne. Donc, vous voyez, c'est dur, il y a de l'altitude et ça va pas être évident pour les coureurs. Du côté de Santa Maria, la côte finale, donc ces 6 derniers kilomètres de course, et bien là, le record c'est 23 minutes 50 d'une certaine Elisa B. Et là aussi, j'ai pas de coureur professionnel, j'ai pas de temps de coureur professionnel à vous proposer. Donc sur cette montée de Cristina Valgardena, je peux vous donner la moyenne de cette Elisa B. Elle avait fait 15 km/h de moyenne. Donc du côté de l'histoire de Giro, on repart de Livigno, où on a vu une victoire, une étape arrivée. C'était du côté du Montolino. Du côté de Livigno, il y a eu également une victoire d'Eddy Merckx en 1972. C'était l'étape numéro 16. Et Ivan Ramiro Parra lui avait remporté le Colombien l'étape numéro 14. Et en 72, Merckx, il avait battu, je ne sais pas si ça va s'afficher rapidement, il avait battu Francisco Galdos et Marcello Bergamo. Voilà, sur cette journée. Du côté des montées du jour, le Passo Umbrail, une étape du Giro y est passée. C'était l'étape 16 du Giro 2017, une étape qui était importante pour le classement général. On arrivait à Bormio, on passait par le Stelvio, par le Mortirolo. C'était Mortirolo, Stelvio, Umbrail la journée. Autant vous dire que c'était 6h24 de vélo pour le vainqueur. Sur 222 km, 5845 mètres de dénivelé positif, à la folie des grandeurs du côté du Giro. Et la victoire d'un certain Vincenzo Nibali qui avait battu Mikel Landa. Et surtout, ça lui avait permis de reprendre du temps sur un certain Thibaut Pinot qui avait un petit peu
moins bien vécu cette journée. Il y avait Tom Dumoulin aussi qui avait perdu du temps lors de cette étape sur la plupart des coureurs, mais qui avait réussi à garder le maillot rose de ce Tour d'Italie. Dumoulin qui avait réussi à garder le maillot rose pour seulement 31 petites secondes sur Quintana. Nibali avait été passé 3e devant Thibaut Pinot. Cette étape-là avait certainement coûté le podium à Thibaut Pinot à la fin de ce Giro 2017, car il finira 4e lors du contre-la-montre du côté de Milan, qui est un contre-la-montre qui partait de Monza, du circuit automobile de Monza, où il se retrouvera 4e et où Tom Dumoulin lui arrivera à repasser devant Quintana pour 31 secondes. Autant vous dire que le fait de s'être accroché sur cette étape lui avait plutôt bien réussi. Je sais plus si c'est... Alors j'ai pas regardé sur les internets. Je sais plus si c'est pas l'étape où il a des petits problèmes gastriques, Tom Dumoulin, ce jour-là. Et puis le Passo di Pinei, 2 étapes sont passées par le Passo di Pinei. Alors l'étape du lendemain de ce Tour d'Italie 2017, l'étape numéro 18, qui était passée par cette montée en fin de journée, remportée par Van Garderen devant Landa. 8 secondes après, on avait Pino Pozzovivo. Et Tom Dumoulin avait réussi à rester dans les roues de Nibali et Quintana, ce qui fait que les écarts n'avaient pas beaucoup changé, à part Thibaut Pinot qui était à 1,36, qui avait repris un petit peu de temps, Thibaut Pinot, sur Tom Dumoulin et Quintana. Il avait en fait repris le temps qu'il avait perdu la veille. Et là aussi, c'était une journée extrêmement compliquée. Il y avait le Valparola, le Passo Pordoi, le Passo Gardena. Donc ouais, c'était une journée aussi avec pas mal de dénivelés positifs. Et puis en 97 également, l'étape numéro 19 du Giro qui était passée par cette montée. Vainqueur lors de cette étape, c'était José Luis Rubiera devant Roberto Conti et Giuseppe Guerini qui avait pris la 3e place. On regarde l'arrivée du côté du Monte Pana. Et bien ça sera la première fois qu'on arrivera dans cette ville du Monte Pana. La cycliste du jour, on va parler d'une légende du cyclisme féminin. Je crois qu'on en avait déjà parlé l'année dernière, mais j'avais un doute. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en reparler. Maria Canins, l'italienne qui a désormais 74 ans, qui était l'adversaire numéro 1 de Gianni Longo. Maria Canins. Il y avait dans les années 80, il y avait Gianni Longo, il y avait Maria Canins, il y avait aussi une américaine qui était très forte dans ces années-là. Ensuite, il y aura Léontien Van Morsel. Ça sera plus ces années 90 du côté du cyclisme féminin. Et c'est une fille qui a été championne du monde du contre-la-montre par équipe. Alors, il lui a toujours manqué le titre de championne du monde sur route. Elle n'a pas réussi à remporter la médaille d'or. Elle avait été médaillée de bronze, médaillée d'argent, mais pas médaillée d'or sur cette épreuve. Je crois qu'elle n'est pas non plus championne olympique, contrairement à Gianni Longo. Elle n'a pas réussi ces performances-là. Par contre, sur le Tour d'Italie féminin, à part une Marianne Vos, il n'y a pas grand monde qui arrive à la dépasser, avec 2 victoires sur ce Giro féminin, mais surtout 15 victoires d'étape sur le Tour de France féminin aussi. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment la guerre avec Gianni Longo. On peut même dire qu'elle a remporté en fait 3 Giro, parce que le Giro il a porté un autre nom en 88, donc 3 Giro féminins, 3 fois 2e du Tour de France femmes, 6 championnats d'Italie sur route aussi, et puis 4 titres de championne d'Italie du contre-la-montre. Et elle a même remporté des titres en VTT. Elle est championne du monde de VTT vétéran en 91 et 93. Voilà. Et puis, elle a aussi une particularité, Maria Canins, c'est qu'elle a fait aussi du ski de fond. Elle a fait aussi du triathlon. Du côté du triathlon, elle a remporté 2 titres de championnat du monde au triathlon d'hiver.
Voilà, en 99 et 97. Et puis du côté du ski nordique, eh bien c'est 9 victoires consécutives à la Marcia Longa, 15 fois championne d'Italie sur diverses distances, 11 fois championne mondiale en catégorie vétéran, une Vasalopette. Et ça, en Suède, la Vasalopette, c'est quand même la course la plus importante, je crois, du calendrier ski de fond longue distance. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Vasalopette, c'est 90 km de ski de fond. C'est le circuit, comment ils appellent ça? Le circuit classique, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces compétitions-là. En fait, il y a beaucoup d'inspiration du Tour de France. C'est-à-dire, ça court par équipe de marque. Il y a une sorte de peloton, voilà, il y a des courses en peloton avec des échappées. Et vous avez des classements de la montagne, des classements du sprint. Ça marche vraiment comme le Tour de France, comme le cyclisme. Donc si vous voulez regarder ces compétitions, je vous invite à regarder. C'était diffusé à une époque sur la chaîne L'Équipe. La chaîne L'Équipe, je crois, ne diffuse plus ces compétitions-là. Ça doit se retrouver un petit peu partout. Voilà, sur les internets. Et la Vasalopette, c'est la course la plus importante. À l'arrivée, vous obtenez une couronne. C'est pas une blague. Vous obtenez vraiment une couronne. C'est très drôle. Du côté de... Je vais y arriver. Du côté de la stratégie sur cette étape, après la Vasalopette, je pense qu'on va avoir deux courses en une. C'est-à-dire qu'avec ce trou de 120 km, il n'y a aucune équipe qui va vouloir contrôler une échappée pour aller chercher la gagne à l'arrivée. C'est trop de dépenses d'énergie, en sachant que demain, il y a le Monte Bodone, qui va être une étape difficile, qu'on va avoir samedi, la double montée du Monte Grappa. Vendredi, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler vendredi. Donc il y a encore de toute manière l'étape de mercredi qui est très compliquée. Donc je ne vois pas une équipe se dire un lendemain de journée de repos, je vais mettre toute mon énergie à vouloir contrôler pour aller chercher l'étape, en sachant qu'en plus il y a Pogačar. Donc tu sais qu'il y a 90% de chances que tu te fasses battre par Pogačar. Donc je pense qu'aucune équipe va tenter le coup. Je pense que UAE ne roulera pas, ne contrôlera pas. Et donc je pense que les échappés devraient pouvoir aller avec suffisamment d'avance dans le final pour aller se battre pour la victoire. Et puis derrière, par contre, il y aura bagarre pour le général parce que le final est suffisamment dur, notamment la montée finale, pour avoir des différences. Je rappelle que les 37-40 derniers kilomètres sont en montée. Donc là, on a le temps sur la dernière heure de course de faire des différences. Du côté de mes favoris, eh bien, je tente un Aurélien Paré-Peintre. Je n'avais pas envie de remettre Valentin. Ça a bien réussi à son frère le lendemain de journée de repos, donc pourquoi pas pour Aurélien Paré-Peintre. Je tente à Luc Plapp, conditions difficiles, Luc Plapp. Il était impressionnant avec Buitrago sur Paris-Nice, donc je me dis que dans des conditions fraîches, il va peut-être également bien s'en sortir, Luc Plapp. Peut-être que ses problèmes de punch, de changement de rythme, d'accélération vont peut-être moins le gêner. Donc je tente un Luc Plapp. Je tente un Van Sevenant également, le coureur belge, parce que je le trouve de plus en plus en forme. Voilà, Van Sevenant. Et puis en grosse cote, je tente Quintana. Lui aussi, le froid, ça lui fait pas peur, Quintana. Donc ça pourrait bien lui convenir. Après, Quintana, c'est une grosse côte parce qu'il a quand même fait beaucoup d'efforts dimanche et que la journée de repos ne sera peut-être pas suffisante pour recharger les accus pour le coureur colombien. Du côté du programme télé, Eurosport à partir de 11h pour les rois de la pédale, départ fictif à 11h25. Le Umbrail, donc si les coureurs y passent, le Chimacopi. Donc j'ai pris les mêmes horaires que le Stelvio. Donc le Stelvio était prévu entre 13h18 et 13h36. Balzano, le sprint intermédiaire entre 15h27 et 15h57. L'arrivée prévue entre 16h51 et 17h35. Et bien nous on se retrouvera juste après cette arrivée pour faire le débrief de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao.